Bonjour à tous, alors cette fois en route pour cette deuxième partie de vidéo consacrée à la mise en avant d'exemples des fonctionnements agricoles qui pourraient, je l'espère, je le souhaite de tout cœur, donner l'envie aux agriculteurs mais aussi aux citoyens de se réveiller par rapport déjà à notre réalité quotidienne. En effet, nous allons continuer notre liste des 10 exemples commencés dans la vidéo précédente avec 5 nouvelles illustrations. On va parler notamment de la numérisation voulue de l'agriculture à partir de janvier 2026. On va aussi parler d'une nouvelle contrainte avec la 7e directive nitrate. Ensuite, on évoquera l'évolution de l'usage des produits phytosanitaires dans notre pays. On fera un petit détour par le syndicalisme français, très rapidement mais avec des éléments concrets. Et on terminera par quelque chose de très important que j'ai évoqué dans la première vidéo, l'installation des jeunes. Et on fera une conclusion concrète où j'évoquerai avec vous des solutions simples à faire sans bouger de chez soi dès aujourd'hui pour finalement commencer à reprendre les choses en main. Alors, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Et Sam, c'est moi. Et si ça vous intéresse et qu'on commence à se réveiller, eh bien c'est parti! La numérisation de l'agriculture pour le 1er janvier 2026. Tout un programme les amis, comme si c'était la priorité du moment et comme si c'était surtout indispensable. Alors cette numérisation est souhaitée pour l'ensemble des agriculteurs, qu'ils soient éleveurs ou producteurs de céréales ou même vignerons, car avec la dématérialisation des factures que tous les entrepreneurs de France ont subi ces dernières années, la lecture de ces mêmes factures par des machines a été rendue possible par le fait que ces factures soient numérisées. En clair, qu'elles soient faites par un ordinateur et non plus de manière manuelle, comme on pouvait le faire jusque-là, dans l'attente que l'intelligence artificielle soit capable de lire et de numériser des écrits qui soient faits à la main. Alors cette numérisation est voulue pour 2026, elle concerne notamment la traçabilité qui est demandée à tous les producteurs qui utilisent des produits médicamenteux ou des produits phytopharmaceutiques, comme les éleveurs et les autres producteurs. Finalement, tout ce qu'ils pouvaient faire autrefois à la main sur un bout de papier ou sur un carnet, car c'est possible et c'est toujours autorisé, ne pourra être fait que par un moyen informatique afin que ces informations puissent être lues par une machine. Ça, c'est au sens de la directive européenne UE 2019/1024 que je vous mets actuellement en image. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous dire qu'il y a en réalité 5 éléments que je vous mets en ligne justement à mettre dans ces déclarations de traçabilité: la date d'intervention, le nom du produit, la dose utilisée, la parcelle et la culture ainsi que la surface et la date de récolte. Ce sont, et ça a toujours été, les seuls éléments qu'il fallait mettre dans sa traçabilité. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, on pourra faire une vidéo dédiée sur le sujet. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que des formats tout simples de type Excel, qui est un programme connu informatique sur les ordinateurs, ou la transformation de cet Excel en fichier PDF, est suffisante. Tout ce qui vous est raconté à droite et à gauche dans des réunions, souvent organisées par des gens qui eux-mêmes sont des commerçants de logiciels, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que nous, on va prendre 1h30 avec Mathieu, on va fabriquer un Excel performant qui va être un mini-programme qu'on va donner à nos partenaires et ils n'auront besoin de rien d'autre. Sachez que la France, c'est quand même le pays où il y a le plus d'intervenants étrangers et français pour aller fourguer des logiciels inutiles aux agriculteurs. Sachez pour terminer quand même que dans le module informatique de Télépac, c'est-à-dire le site de télédéclaration de la politique agricole commune, je vous mets un lien d'une vidéo que nous avions fait sur le sujet, dans certains pays européens, il y a des modules qui existent déjà dans Télépac, comme des modules de traçabilité, qui pourraient être disponibles en France, mais qui ne sont pas activés. Et pour les agriculteurs de ces pays-là, c'est zéro. Ah mais j'oubliais, dans ces pays-là, il n'y a pas de chambre d'agriculture. Ils sont en relation, par exemple, directement avec le ministère de l'Agriculture. Il n'y a pas d'interface et de gens qui ont des services à vendre. Mais les chambres d'agriculture ne sont qu'un petit élément.
Car les centres de comptabilité, les syndicats eux-mêmes pour certains, les coopératives, les négoces, etc. Plus de 30 logiciels existent et plus de 100 entreprises interviennent en France, et notamment des entreprises allemandes et anglaises pour fourguer, encore une fois, je le disais, ces logiciels. Maintenant, on peut quand même se poser des questions, puisque ça peut faire partie des revendications. Alors finalement, déjà, quel est l'intérêt de la traçabilité? Première question. Deuxième question, quelle est la plus-value que ça a apporté aux agriculteurs? Deuxième question. Première réponse, l'intérêt de la traçabilité. Si on fait un bilan de ces 25 années de traçabilité, on ne peut qu'affirmer qu'il n'y en a aucun pour les agriculteurs. Nous sommes en France, nous achetons des produits et des médicaments homologués et autorisés sur le marché français. En réalité, c'est la suspicion qui est mise en avant, avec la justification permanente qui a été validée et co-gérée par tous nos représentants professionnels qui ont accepté de courber le dos sans cesse. Nous ne sommes pas des escrocs, nous ne sommes pas des voleurs et encore moins des empoisonneurs. Pendant des siècles, la livraison d'une marchandise saine, loyale et marchande a permis à toutes les sociétés du monde de prospérer dans le respect mutuel. Est-ce que la traçabilité permet le respect mutuel? Et surtout, est-ce que des produits tracés doivent être vendus au prix mondial? Bien évidemment que non. Alors de la traçabilité, pourquoi pas, mais avec une rémunération particulière et suffisamment élevée pour les agriculteurs, français notamment. Deuxième réponse, quelle plus-value pour les agriculteurs? Eh bien justement, la traçabilité n'est qu'une soumission de plus, notamment à l'agro-industrie, qui elle valorise la traçabilité des agriculteurs, valorise les efforts qu'ils font chaque jour en les vendant dans des publicités à la télévision. Ce ne sont pas les contrats que certains sont fiers d'annoncer avec 5 ou 10 euros de la tonne qui rémunèrent des produits tracés, je ne suis désolé, notamment par rapport à tous les produits importés qui ne sont pas justement soumis à cette traçabilité et qui parfois sont véhiculés par les propres élévateurs de nos organismes stockeurs français et nationaux que nous avons nous-mêmes financés. La France est le pays d'Europe où il y a le plus d'entreprises de logiciels pour l'agriculture. Les coopératives adorent ça, d'ailleurs ça fait partie de la séparation conseil-vente que de vendre de la prestation à n'en plus finir. Est-ce que vous signez les accords informatique et liberté lorsque vous avez ce logiciel? Où est le secret technique du savoir-faire de l'agriculteur qui va diffuser à tout le monde? Ou même sa marge hectare pourra être calculée par les mêmes qui lui vendent les produits et tous les intrants? Les revendications, eh bien c'est une traçabilité inutile dans un pays où il y a une législation de produits. Il n'y a pas de prix mondial à respecter si on oblige à des contraintes supplémentaires. On ne peut pas vendre au même prix que les autres, ça c'est clair. Et la traçabilité, souvent, doit être dévoilée qu'en cas de problème, puisqu'on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas secret sur ce savoir-faire, sur le fait en fait de donner l'ensemble des éléments pour se faire nous-mêmes emprisonner. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, on va parler d'une nouvelle contrainte aussi, où il y a beaucoup de déclarations des agriculteurs, la 7e directive nitrate. La 7e directive nitrate. Alors les directives nitrates sont des contraintes que subissent les agriculteurs français pour limiter la présence au-delà de certains seuils de nitrate dans l'eau potable, mais aussi dans les cours d'eau. Malgré de nombreux ouvrages et publications scientifiques sur le fait que ces fameux nitrates ne sont pas un danger pour l'homme, il y a même une vidéo sur cette chaîne que je vous mets en lien que nous avions fait il y a quelques années pour expliquer, et un livre aussi à lire, entre autres, sur le sujet. Tout un système, tout un appareillage, tout un tas d'organismes et d'entreprises et d'agences de l'eau se sont organisés autour des agriculteurs. Des taxes très importantes ont été mises sur les fertilisants, sur les médicaments, sur les produits phytosanitaires de protection des plantes pour financer tout cet appareillage. Bien entendu, les contraintes ajoutées, année après année, augmentent et rejoignent à nouveau les contraintes de la traçabilité. On attaque la 7e version cette année de cette directive nitrate et on a vraiment l'impression qu'aucun professionnel agricole n'était présent dans la salle au moment de la créer et que des lobbies parasites, car il faut appeler les choses par leur nom, ont travaillé à plein régime. Car un parasite est quelqu'un qui vit au détriment des autres et aujourd'hui c'est exactement ce qui se passe car finalement depuis toutes ces années de directives nitrates, il n'y a pas eu de réel progrès dans l'usage des nitrates. Il n'y a pas eu non plus de réelle révolution pour les agriculteurs. Alors pourquoi cette directive nitrate est vraiment une usine à gaz de plus?
car il y a des mesures de reliquat à toutes les sauces, des dates contraignantes d'intervention, des quantités limitées dans le temps à des périodes pas forcément adaptées techniquement. Bref, on est toujours dans la même chose, avec des webinaires, des réunions pour informer les agriculteurs, pour faire peur et alerter sans cesse et bien entendu contraindre, avec toujours la même rengaine, l'accompagnement qui va bien, l'accompagnement qui rassure, de toujours les mêmes. Alors tout le monde sort en disant « Ah, c'est pas possible, etc. Ça peut pas continuer comme ça. » Mais en attendant, pas possible ou pas, ça passe comme une lettre à la poste. Et quand vous avez un petit contrôle fertilisation directive nitrate qui se passe bien, comme à l'école, vous serez certainement fier et vous direz « Oui, oh, finalement, ça s'est bien passé. C'est pas si difficile que ça. » Et c'est comme ça qu'on continue allègrement quelque chose qui ne sert strictement à rien, qui n'a pas montré son bien fondé, et qui se concentre plutôt sur de l'idéologie que sur une réalité basée scientifiquement, encore une fois. C'est toujours la même rengaine. Alors finalement, on est un des rares pays en Europe qui utilise encore ce que l'on appelle les plans de fumure. Je vous mets un lien aussi dans cette vidéo par rapport à une vidéo que nous avions fait pour expliquer ce que c'était. Donc les plans de fumure sont en fait des plans prévisionnels. On est dans une obsession de ne pas mettre d'azote, en façade en tout cas, sous une forme de décroissance quelque part, puisqu'on perd des moyens de production tout en annonçant qu'il faut produire plus. Donc les contraintes azote en réalité n'apportent aucune plus-value sur le prix que les agriculteurs ont en retour. Et puis ils ont des équations impossibles à régler, les agriculteurs, notamment les protéines. Avec moins d'azote, est-ce réellement possible? On voit que derrière tout ça, il y a des nouveaux outils pour lesquels les agriculteurs payent et qui leur déplafonnent leur dose d'azote. On veut remonter les niveaux de matière organique, est-ce que c'est possible avec toujours moins d'azote? On veut aussi plus de production, comme je le disais, avec toujours moins d'azote. En réalité, c'est une directive qui est loin d'être écologique, qui est plutôt une directive idéologique. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on peut continuer comme ça? Eh bien, cette directive, justement, est quelque chose qu'il faut dénoncer, notamment toutes les contraintes qui sont inhérentes, alors qu'on pourrait avoir, et c'est une proposition, une méthode assez simple, un quota d'azote par ferme, avec une gestion interne et libre de l'agriculteur pour utiliser ce quota comme bon lui semble, et pourquoi pas utiliser les outils de fin de cycle, notamment certaines pinces ou certains systèmes de mesure de réflectance, pour voir un petit peu où on en est dans la gestion azotée, puisqu'aujourd'hui les agriculteurs avec tous ces outils payants, pour certains jusqu'à 15-17 € de l'hectare, quelques belles applications même qui vont permettre de déplafonner les plans de fumure, en réalité, plus tu paieras, plus tu pourras faire au-delà du réglementaire, malgré des contraintes pour tous qui coûtent déjà au départ. Donc ça, dans les revendications, c'est quelque chose d'assez simple à supprimer, me semble-t-il. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'évolution de l'usage des produits phytosanitaires dans notre beau pays. L'usage et l'évolution surtout de l'usage des produits phytosanitaires en France ces dernières années. Alors il y a l'arrivée de produits dits naturels, des produits de biocontrôle qui ne démontrent pas, et d'ailleurs qui n'ont pas besoin de démontrer leur efficacité pour être homologués. On pourra éventuellement en faire une vidéo, vous me le direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Le nombre des molécules par contre disponibles fond comme neige au soleil et le nombre de produits commerciaux pourtant ne diminue pas vraiment. Ça, les agriculteurs ne peuvent que le constater. Les molécules restantes voient leur usage de plus en plus étendu à de plus en plus de cultures, quand dans un même temps certaines cultures restent sans solution technique. Le marketing, et il faut le dire, le marketing est énorme sur les produits phytosanitaires, noie complètement les agriculteurs, avec des différenciations virtuelles entre les négoces et les coopératives pour que les agriculteurs ne puissent plus comparer les prix des produits entre eux. Des solutions d'achat alternatives se multiplient, mais ne permettent pas toujours non plus d'y voir plus clair. On n'échappera pas à une montée des niveaux techniques des agriculteurs, ça c'est notre avis, si on veut un réel progrès économique et environnemental sur les fermes. Et là, lorsque l'on parle de ça, tout le monde nous dit à nous, conseillers privés indépendants, qui finançons notre recherche avec les agriculteurs pour être complètement indépendants de tout acte de vente et de tout acte qui pourrait être biaisé par une réflexion mercantile, eh bien on nous dit oui mais vous avez des agriculteurs d'un certain niveau, etc. Mais c'est complètement faux. On ne met pas un examen d'entrée pour que les agriculteurs n'aient que des pointures techniques qui rentrent travailler avec Phytosol. Mais on les forme, les agriculteurs, on leur donne tous les éléments de réflexion, on leur donne toutes les indications et tous les éléments pour qu'ils puissent eux-mêmes comprendre et mieux utiliser les produits phytosanitaires et surtout pouvoir les choisir seuls, concevoir leur programme seuls. Et ça, c'est un objectif et c'est ce qu'on fait en ce moment d'ailleurs dans nos réunions d'hiver et avec tous les documents qu'on leur communique.
Donc ça demande plus d'efforts que simplement venir et faire une ordonnance. Alors que certains agriculteurs aient complètement lâché la rampe et se laissent complètement faire de A à Z, avec des techniciens qui vont jusqu'à dire « moi les agriculteurs, je leur fais faire », ou lorsqu'un agriculteur a déjà un programme qu'il veut faire lui ou qu'il veut un produit auprès d'un technicien, et que ce technicien lui dit « mais c'est pour quoi faire ?» et que l'agriculteur se croit le devoir de se justifier, il faut sans doute remettre les choses à leur place. Comment on a pu en arriver là? Tu es technicien, tu es commercial avant même d'être technicien d'ailleurs, tu me vends le produit que je te demande et je n'ai pas à me justifier pourquoi j'utilise ce produit. Donc il y a autour de nous un jeu de dupes très très inquiétant. Alors est-ce que les agriculteurs ne veulent pas comprendre finalement et c'est pour ça qu'ils ont besoin de gens pour les assister? Je pense qu'ils sont aussi accaparés par un tas de choses inutiles et on a eu assez d'exemples dans ces 2 vidéos pour savoir que si le temps libéré leur permettait à nouveau de reprendre en main la technique, on aurait certainement une vraie évolution. Mais cette remise en cause doit être aussi soutenue par les représentants professionnels et ce n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'il y a la volonté, par le syndicat majoritaire notamment, de revenir sur la séparation du conseiller de la vente comme si elle était coupable de quoi que ce soit, alors qu'en réalité, c'est cette dérive justement d'assistanat, de mélange des genres qui conduit les agriculteurs dans l'impasse. Aujourd'hui, on pourrait parler par exemple des réseaux sociaux, où on peut trouver beaucoup de choses sur les phytos, aussi exotiques qu'invraisemblables. On a aussi des formations Vivea, où il y a de l'argent public qui est donné à des intervenants qui, pour se différencier, racontent tout et n'importe quoi pour certains d'entre eux. Si ça vous intéresse, vous me le direz dans les commentaires. Je pourrais vous donner des exemples dans une vidéo dédiée sur ce sujet. On en est complètement écœuré avec Mathieu. Et puis, dans certains cas, les revendications pourraient être que si réellement on veut réduire et surtout améliorer l'usage des produits phyto, eh bien par exemple, il faudrait une étiquette avec le nom de la molécule et non plus des noms commerciaux complètement délirants. Il faudrait aussi l'indication de l'usage prévu et que ce soit idem pour chaque fabricant. Il faudrait des bidons qui soient normalisés, par exemple, transparents, qui protègent l'utilisateur avec des évents, avec tout ça. On ne peut constater qu'on s'en fout complètement. Il ne faudrait plus de packs terminés, pas de quantité commerciale, pas des litrages à 3,3 litres ou des 5,2, enfin on voit de tout sur le terrain. Bref, il y a quand même des choses simples à demander pour améliorer notre quotidien et réellement faire de l'environnement et non pas juste de l'apparence. Et je ne vous parle pas de toutes les applications qui existent aussi pour dépasser les règlements et les plafonds de verre des homologations. Mais on aura l'occasion aussi d'en parler dans le futur. Voilà, alors maintenant on va parler un tout petit peu du syndicalisme. Parce que là aussi, il y a pas mal à dire. Le syndicalisme, on va vraiment passer très rapidement sur ce sujet, mais qui est un sujet capital, que les agriculteurs s'engagent pour se battre et se défendre. C'est très très important. Maintenant, quand on regarde le syndicalisme, ce qu'il est devenu, par son fonctionnement, par ses intérêts croisés, par ses interprofessions, par ses mandats divers et variés, je le redis, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais un rapport européen de 2012 a démontré que la France avait l'agriculture et l'organisation agricole la plus nébuleuse d'Europe, avec plus de commissions que dans tous les pays, jusqu'à 10 fois plus en moyenne de commissions que dans d'autres pays. C'est aussi le pays où il y a le plus de cumul de mandats. Bref, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une forme de pouvoir profond qui dirige l'agriculture et qui fait qu'aujourd'hui, tous les agriculteurs nous disent « mais on ne sait plus où aller » pour finalement se faire entendre. C'est bien ça qui fait que les manifestations ne démarrent pas réellement ou qu'elles s'extrémisent dans certains cas puisque certains agriculteurs sont au bout du rouleau, ils veulent se faire entendre et ça se comprend. Et bien aujourd'hui, quand on comprend le syndicalisme, les organisations qui existent autour du syndicalisme, on comprend mieux pourquoi on est un peu dans les ennuis. Et d'ailleurs, on ne comprend pas par contre pourquoi les représentants majoritaires ne font même pas un mea culpa ou une sorte de mise à plat pour reconnaître peut-être qu'ils se sont trompés, qu'ils ont trop longtemps co-géré et que justement ils ont participé à là où nous en sommes aujourd'hui. Alors je me doute que dans les salons feutrés, on est en train de discuter gentiment en se disant bon là, faut pas que ça déborde de trop, faites-les un peu manifester là-bas, allez les manifester à l'autre côté. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Les gens de pouvoir aujourd'hui sont silencieux, ne sont pas dans les médias, c'est pas ceux que vous verrez sur les plateaux télé, c'est pas eux qui tirent les ficelles, vous pouvez en être assuré. Maintenant, à l'intérieur des syndicats, et ça il faut quand même le souligner, il y a énormément de gens engagés avec leur tripes, mais qui constatent aussi qu'il y a de moins en moins de gens pour s'y engager. Moi, si j'ai quitté le syndicalisme, par exemple, c'est pour retrouver ma liberté de parole. J'essaye de jouer mon rôle aujourd'hui au quotidien depuis 25 ans
concrètement à sortir les agriculteurs de tout ce que l'on a pu voir ensemble, techniquement, monter le niveau, leur montrer des choses, le sol, les plantes, l'approche globale, bref, tout ce qui fait qu'on se sort, les groupements d'achat, etc. Tout ce qui permet finalement de reprendre en main, et il y a beaucoup de marge de manœuvre à ce niveau-là encore. Mais à un moment donné, cette chaîne aussi, c'est pour essayer de donner des informations, décrypter les informations et avoir surtout une liberté de parole que je ne pourrais pas avoir si j'étais dans un syndicat X ou Y, parce qu'on me dira encore, déjà qu'on me le dit souvent, tu ne devrais pas dire ça, il ne faut pas dire ça, blablabla, blablabla. Et ça, c'est bien le problème numéro 1, c'est ce manque d'ouverture, cet entre-soi qui fait qu'à un moment donné, les agriculteurs engagés, quels que soient les syndicats, finissent par ne plus s'entendre les uns les autres, alors qu'aujourd'hui, il y a tellement d'agricultures différentes qu'il ne peut pas y avoir un seul syndicat. Dans les élections comme c'est fait aujourd'hui, on ne peut pas avoir un syndicat qui prend la moitié des sièges à chaque fois qu'il a 24% quand l'autre syndicat en a 18 par exemple. C'est pas possible. C'est ce qui nous conduit aujourd'hui à plus nous faire entendre. Et dernier point sur le syndicalisme, c'est aussi que maintenant il faut presque être syndicaliste professionnel. Il y a des commissions plusieurs fois par semaine à Paris au ministère. Y a-t-il besoin que le monde agricole soit sans cesse chapeauté par tout un tas de gens, de commissions diverses et variées, de gens qui sont déconnectés des réalités? On discute dans les bureaux feutrés, j'y suis allé à l'époque où j'étais élu, pour constater qu'on avait des administratifs venant des syndicats qui venaient juste là enregistrer les choses avec un ordinateur, certains étaient même connectés sur internet. Bref, on ne peut pas être défendu dans ces cas-là, et un agriculteur qui est agriculteur à 100% ne peut pas non plus se rendre à Paris par son engagement syndical, c'est impossible. Beaucoup trop de syndicalistes prennent les informations au lieu sans même eux s'informer, se battre pour ça, lire, écouter des sons de cloche différents. Donc ce qui nous manque aujourd'hui, je pense, il faut qu'on revienne à ça, c'est revenir à une représentativité tous ensemble, les non-syndiqués, etc. Aujourd'hui, on a vraiment un problème commun. On ne peut plus aujourd'hui regarder vers l'arrière et se critiquer. Moi, je connais beaucoup de choses de l'histoire, comme beaucoup d'entre vous, mais il faut regarder maintenant vers l'avenir et se dire, c'est ensemble, et il faut faire les constats qu'on essaye de faire dans ces vidéos. Si on n'est pas d'accord sur ça, qu'en gros tout va bien circuler, il n'y a rien à voir, que c'est un problème de grappiller un peu d'argent au gouvernement ou autre, c'est vraiment se tromper. Et là, les revendications actuelles sont à côté de la plaque, même s'il y a beaucoup de choses à court terme à faire, mais ça, on pourra peut-être en parler si vous le souhaitez. Mais voilà, on a des banquiers, malheureusement pour ça, on a des coopératives pour ça, on a des gens autour de nous où on doit agir, nous, en tant que chef d'entreprise, sous réserve qu'on en soit encore un, mais on en parlera dans la conclusion. Alors maintenant, j'aimerais que nous parlions de l'installation des jeunes. Alors l'installation des jeunes, les amis, ça fait un moment que je vous en parle. Alors on va profiter de cette vidéo pour en parler de manière assez succincte. On pourra en parler au moins pendant une demi-heure. La première des choses peut-être qu'on doit se poser, c'est comment peut-on avoir envie d'installer des jeunes si déjà on n'arrive pas, nous qui sommes en place, à avoir une vision pour se dire qu'on va pouvoir continuer notre carrière. Pour d'autres, s'interroger même s'ils vont arriver à finir leur carrière. Et puis quand dans un même temps, des jeunes qui sont installés depuis 4 ou 5 ans se demandent si c'est pas la plus mauvaise idée de leur vie qu'ils ont eue, si ce n'est pas la plus grosse erreur. Lorsque je vois personnellement des reportages à la télévision où un agriculteur explique qu'il n'arrive pas à se prélever de salaire depuis plusieurs années, puis qu'ensuite il nous présente son fils en expliquant qu'il est passionné, qu'il a envie de s'installer et que le père semble cautionner cette histoire-là, on a un peu du mal à comprendre où est la cohérence, et pourtant je suis du monde agricole, alors j'ose même pas imaginer toutes les personnes qui ne sont pas de ce milieu-là et qui peuvent justement trouver ça complètement aberrant. Alors de manière simple, et je vais provoquer un petit peu, mais vous me connaissez à force, à mon avis il y a 3 types d'installations différents. La première, c'est les installations agricoles hors cadre familial. Comme disait Coluche, quand tu es petit et noir, ça va vraiment pas être facile pour toi. C'est de l'humour, bien entendu, les amis, mais en clair, bonjour les dégâts pour t'installer, car tout le monde va t'en dissuader, depuis l'école, jusqu'ensuite, quand tu seras prêt à le faire, l'entourage, les autres agriculteurs, bref, tout le monde te savonnera la planche, des centres de comptabilité jusqu'au banquier, ça va pas être simple. Et puis si tu envisages la double activité comme quelque chose, parce que tu as ça au fond de toi, tu as un travail salarié, mais ton rêve c'est de devenir agriculteur, tu es courageux, passionné, tu as envie de garder ce deuxième emploi pour pérenniser cette ferme que tu reprends avec des moyens financiers qui peuvent être un peu plus faibles que d'autres, dont on va voir juste après, eh bien c'est clair qu'on va aussi t'en dissuader puisque nos représentants professionnels et notamment les JA n'acceptent que très peu, voire pas du tout, la double activité, même s'il semblerait qu'il y a une petite évolution de l'esprit. On peut être syndicaliste professionnel ou administrateur d'une coopérative avec une rémunération de 1 500 € par mois. Je ne parle pas des syndicalistes, mais au moins des administrateurs dans certains cas, lorsqu'on est dans les bureaux, dans les décideurs.
Maire d'une commune, entrepreneur à 16 heures, mais bizarrement, on ne peut pas être salarié dans une entreprise et en même temps agriculteur. Donc là, il y a beaucoup à faire. Ça, c'est le premier type d'installation. C'est le plus faible pourcentage, c'est peut-être une installation sur 100, et pourtant ça ferait du bien de renouveler avec du sang neuf. Et nous, avec Mathieu, on le constate, tous les agriculteurs qui ont eu une vie avant de s'installer sont souvent des gens enrichissants pour le monde agricole, qui vont justement changer les mentalités, qui ont beaucoup plus de recul, et surtout qui ont vu autre chose, et qui ne se prennent pas pour le centre du monde, ce qui peut être une des maladies de certains agriculteurs. Alors la deuxième installation, c'est l'installation que j'appelle familiale. Derrière ses grands-parents, derrière un papa qui part lui-même en retraite, soit après avoir fait sa vie aussi, soi-même, de salarié pendant 10 ans, et on revient à 35 ans sur la ferme, ce qui est assez logique, quand ton fils a 20 ans, moi j'en ai 52, par exemple si mon fils était intéressé par l'agriculture, il ne serait pas en âge de reprendre. Le mieux c'est sans doute qu'il aille faire sa vie avant, éventuellement de revenir sur l'exploitation, sur la ferme. On peut aussi avoir des installations familiales où les frères et les sœurs ont fait autre chose, et là justement la reprise elle doit être équilibrée entre l'ensemble des membres de la famille, et souvent c'est une installation qui demande justement des moyens, des remises à niveau de la ferme, qui peut faire que le père ou un oncle ou un cousin a un petit peu laissé la ferme avec moins d'investissement, comme ça se produit toujours, et donc il y a une remise à jour à faire, et qui demande souvent beaucoup d'efforts de l'installer. Ça c'est une installation qui je pense représente la moitié des installations, et qui est l'installation pour moi idéale, facilitée, mais malgré tout celle qui va laisser à l'agriculteur qui la met en place le plus de traces, parce que c'est vraiment quelqu'un qui va se construire de A à Z, même s'il a quand même la facilité, avec les capitaux aujourd'hui qui sont nécessaires, de reprendre une ferme déjà existante et familiale. Ça peut faciliter quand même les niveaux de reprise par rapport justement à des installations hors cadre que nous avons vues au démarrage. La troisième installation, et qui au final pour moi fait le plus de mal dans certains cas, je dis bien au monde agricole, mais va bien falloir un petit peu vous accrocher à votre chaise pour certains d'entre vous si vous êtes encore là, c'est l'installation que moi je vais appeler volontairement pour provoquer l'installation fils à papa. Elle est de plus en plus répandue. Alors comment elle se passe? Eh bien c'est une ferme d'une certaine taille où le papa a encore 15 ans à faire, voire 20 ans dans certains cas. Le jeune fils est à l'école d'agriculture, bien entendu. Il a sa voie toute tracée, donc il n'a pas forcément besoin de monter loin dans les études parce qu'il veut revenir rapidement s'installer. Alors avec papa, ils trouvent ensemble une ferme de 150 hectares, et puis comme ils sont engagés souvent au niveau syndicalisme professionnel, ils ont un petit peu la protection et les leviers, puisqu'on n'en a pas parlé tout à l'heure dans les syndicats, mais la première raison quand on pose la question à des partenaires ou même en discussion avec des agriculteurs, pourquoi certains sont syndiqués et engagés comme ça, ils mettent toujours en avant cette notion d'installation ou d'agrandissement comme le premier élément, bien avant des volontés moins mercantiles, moins calculatrices, que ces côtés-là, c'est-à-dire toute cette gestion des agrandissements, des installations, elle existe pour ceux qui ne sont pas du monde agricole. Elles sont aussi légiférées par des organismes, les SAFER, les CDOA, les commissions départementales des structures, bref, par des gens qui font un peu la pluie et le beau temps pour les installations en disant oui ou non. C'est la difficulté des installations hors cadre, car c'est souvent non, malheureusement. Pour des raisons de financement, on invoque toujours un tas de belles raisons, mais en réalité, c'est des bâtons dans les roues qui sont mis pour d'autres types d'installations, notamment parfois pour les installations, entre guillemets, fils à papa, mais filles à papa aussi. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, que ces jeunes reprennent des fermes et en fonction de leur éducation, ils n'ont pas toujours à se rendre compte de ce que c'est que de reprendre une ferme, gérer le fonds de roulement, gérer les investissements puisqu'on va mettre le matériel en commun, et puis papa il appelle souvent les conseillers puisque c'est encore lui qui fait les phytos, c'est encore lui qui est un petit peu le décideur, et ça peut durer jusqu'aux 35 ans du jeune qui va justement après reprendre la ferme à papa et se retrouver à la tête assez facilement de 200, 300, 400 hectares. On a même des exemples dans nos régions de jeunes qui sont encore à l'école et qui ont déjà une ferme reprise, on a un exemple récent de 400 hectares, et comment ça a été possible? On peut se le demander quand même, puisque si vous regardez autour de vous, les fermes les plus importantes en taille, les plus grosses en tout cas, même pour ce qui est des outils industriels, méthanisation, solaire, etc., regardez bien autour de vous, mais en général ce sont souvent des gens engagés syndicalement. Alors de le dire, ça sert pas à grand chose, c'est juste de dire simplement qu'il y a des historiques différents, et c'est ce qui va faire la différence d'état d'esprit aujourd'hui dans les manifestations entre quelqu'un qui s'est construit de A à Z et quelqu'un qui a juste à conduire les tracteurs et que son seul plaisir et son seul rêve c'est un petit peu de chasse de temps en temps et puis un petit peu de rachat de matériel.
pendant que papa fait tout ce qui est un peu moins agréable, notamment le labour ou les choses comme ça, parce que tu comprends, ça lui fait plaisir. Ça évite tout changement de pratique, ça évite toute évolution en fin de compte. Et certains amis que nous avons qui sont des responsables engagés syndicalement reconnaissent que parfois échanger avec certains de ces jeunes de type à installation fils à papa, eh bien c'est parfois difficile car ils sont un peu à se taper sur le ventre comme s'ils avaient 75 ans et c'est ce qu'on appelait autrefois des parvenus. Et ça dépend vraiment de l'éducation car bien entendu, au milieu de tout ça, il y a des gens extraordinaires et que la surface n'a absolument rien à voir dans les qualités des personnes, bien entendu. Mais il fallait bien que je vous énerve un peu pour voir si vous allez tenir jusqu'à la fin car on va attaquer la conclusion et là ça risque de balancer un petit peu. Alors c'est parti pour la conclusion.